Un policier se moqua d'un adolescent au tribunal, le prenant pour un simple stagiaire ou un assistant de greffe. Il ignorait totalement que ce garçon était l'avocat de la défense, sur le point de démolir toute son affaire. Personne, dans cette salle d'audience pleine à craquer, ne prit vraiment Théo Marais au sérieux lorsqu'il entra. Ni l'huissier, ni les spectateurs. Encore moins l'agent assis dans le box des témoins, déjà affalé sur sa chaise, persuadé qu'il s'agissait d'une formalité avant la pause déjeuner. Mais Théo n'avait pas besoin de leur approbation. Il franchit les portes du tribunal à exactement 9h02. Ses baskets couinèrent à peine sur le sol en marbre. Il n'était pas en retard. Il était calculé. 2 minutes après l'heure, juste assez pour attirer l'attention sans troubler l'ordre. Il portait des Vans noires montantes, un gant gris à la limite du réglementaire et une veste de costume bleu marine élimée, avec un bouton manquant. Ses cheveux bouclés étaient repoussés en arrière, non coiffés. Pas de cravate, pas de mallette, juste un épais classeur sous le bras. « Audience ouverte », déclara l'huissier. La juge Camille Blanchard, digne, pommettes aiguisées et une trentaine d'années de magistrature, leva les yeux alors que Théo franchissait la barre pour s'installer à la table de la défense. Il ouvrit son classeur, tourna quelques pages jusqu'à l'onglet marqué « Crosse Lemoine ». Maître Bérard, l'avocat de l'accusation, un quinquagénaire au ventre proéminent et à la chemise serrée par des bretelles fatiguées, fronça les sourcils et se pencha vers lui. « jeune homme, cette place est réservée à l'avocat. »« Je suis l'avocat » répondit Théo sans même lever les yeux. « Attendez, c'est vous qui faites la contre-interrogation aujourd'hui. » Théo leva finalement la tête, calme, sans arrogance, juste de la certitude. « Oui. » Avant que Bérard ne réponde, une voix résonna depuis le box. L'adjudant François Lemoine, la quarantaine, coupe militaire, bras croisés, le genre d'homme qui porte des lunettes de soleil à l'intérieur, ricana. « C'est quoi ça? Un concours de plaidoirie? Un gamin en sortie scolaire ?» Des rires étouffés résonnèrent dans la galerie. Théo ne broncha pas. Il cliqua une fois son stylo et nota quelque chose dans son classeur. « On peut y aller, » dit la juge Blanchard, avec une légère ride au front. Théo se leva lentement. Sa voix ne cherchait pas à impressionner. Elle tombait, simple et assurée. « La défense est prête pour la contre-interrogation, madame la juge. » Quelques personnes se penchèrent en avant. Le moine, lui, se redressa légèrement, les yeux plissés. Peut-être que ce ne serait pas si ennuyeux. Théo s'approcha du pupitre, d'un pas fluide, sans tension. C'était sa 2e plaidoirie en audience publique, mais cela ne se voyait pas. « Adjudant Lemoine, depuis combien d'années êtes-vous dans la gendarmerie ?»« 25 ans, » répondit-il avec fierté. « Vous connaissez donc bien les protocoles en matière de contrôle routier ?»« Évidemment. Parlons alors du contrôle du 8 mars, impliquant mon client, M. Idriss Benamara, sur la route de la Plaine. » Les bancs craquèrent tandis que certains se redressaient. Le moine roula des épaules. Le type dans la Clio grise. Qui n'a pas marqué le stop et jouait au malin? Lui-même, dit Théo en tournant une page. Interpellé à 16h09, au carrefour de la Plaine et du Bosquet. Vous avez indiqué dans votre rapport qu'il était agité et évasif, n'est-ce pas? Votre caméra piéton était-elle activée pendant ce contrôle? Toujours. Et cette vidéo a bien été versée au dossier? Oui. Théo hocha la tête. Madame la juge, je me référerai à cette vidéo durant l'interrogatoire. Blanchard fit un geste. Procédez. Théo leva une photo tirée de la vidéo. Ceci est une capture horodatée à 16h08:57. Votre véhicule est garé en biais, partiellement masqué par 2 camionnettes stationnées. Confirmez-vous cette position? Le moine plissa les yeux. On dirait bien. Depuis cet angle, pouviez-vous voir clairement le stop situé à ce carrefour? Un silence. Pas complètement. Donc, quand vous avez affirmé que mon client avait brûlé le stop, c'était avec une visibilité partielle. J'ai pris la décision. Mais l'avez-vous vu clairement? Il soupira. Non. Aucun objet suspect trouvé? Non. Une plainte a été déposée. Oui. Elle en est où? Toujours en cours. Théo fit un pas en arrière. Nous avons donc 2 cas en moins d'1 mois avec des formulations identiques, sans infraction constatée et sans preuve matérielle. Ça ne veut rien dire. Si. Ça s'appelle un schéma. Le moine serra la mâchoire.
Je fais confiance à mon instinct. Votre hiérarchie, elle, fait confiance aux faits. C'est noté, dit Théo en griffonnant. À 16h09, 14, vous dites, je cite, il bouge trop. Il cache sûrement quelque chose. Avez-vous effectué une fouille à ce moment-là? Oui. Avez-vous observé un objet suspect? Pas tout de suite, mais j'ai vu un truc sous le siège passager. Avez-vous utilisé une lampe pour inspecter? Non. Pourtant, vous écrivez dans votre rapport avoir vu un sac suspect. J'ai vu une ombre. J'ai supposé que c'était un sac. Donc vous avez supposé. Oui, Théo marqua une pause. Lui avez-vous demandé où il allait? D'où il venait? Non, ça ne me paraissait pas utile. Son métier? Non. A-t-il élevé la voix? Non. Refusé de montrer ses papiers? Non. Théo regarda brièvement la juge, puis revint vers le moine. Donc, vous avez procédé à une fouille, rédigé un procès-verbal et déposé un rapport, sans confirmer la visibilité, sans poser de questions élémentaires, ni vérifier l'objet évoqué. J'ai agi selon mon expérience. L'expérience ne remplace pas le règlement. Il ouvrit un autre document. Selon le manuel opérationnel de la gendarmerie de Saint-Éloi, section 3.5, les fouilles doivent se fonder sur des éléments concrets et vérifiables, et non sur des impressions. Vous connaissez ce passage? Le moine hocha la tête, raide. Diriez-vous que vos actions ce jour-là étaient conformes? En grande partie. Pas entièrement, peut-être que j'ai omis certaines étapes. Théo inclina la tête. Oublié ou ignoré? Ce n'était pas volontaire. Avez-vous déjà été sanctionné pour mauvaise conduite en 25 ans? Silence. Une fois, il y a 10 ans. Classement sans suite. Quel était le motif? Usage excessif de la force. Notez. Un murmure parcourut les bancs. Revenons au 8 mars, poursuivit Théo. Dans votre rapport, vous dites « correspond au profil ». Quel profil? Juste les gens nerveux. Les gens comme qui? Le moine se tortilla. Ceux qui paraissent suspects. Définissez suspect. Évite le regard. Ce ne sont pas des délits. Non, pourtant vous les avez listés comme justification. Avec d'autres éléments. Lesquels? Aucune réponse. Parlons d'un cas précédent. Le 15 février, un contrôle sur l'avenue Jules Ferry. Encore un jeune homme noir dans une vieille voiture. Rapport, agité, évitant le regard, probablement sous substance. Même formulation. Ce n'était pas pareil. Théo s'éloigna du pupitre. Madame la juge, nous avons établi que l'adjudant Lemoine a initié un contrôle sur la base d'une visibilité partielle, effectué une fouille sur une supposition et rédigé un rapport réutilisant des termes douteux issus de précédents dossiers. Blanchard hocha lentement la tête. Continuez. Théo se tourna. Adjudant, saviez-vous que mon client est éducateur spécialisé au collège Victor Hugo? Le moine cligna des yeux. Non. L'avez-vous seulement interrogé? Ça ne me semblait pas utile. Théo ne haussa pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Vous avez vu un homme noir, jeune, dans une voiture ancienne, et vous avez écrit l'histoire avant même de lui poser une seule question. Silence. Théo regarda les jurés. Nous ne sommes pas ici pour un stop grillé. Nous sommes ici à cause d'hypothèses. D'hypothèses répétées, tolérées, jamais remises en question. Il retourna à sa place, but une gorgée d'eau, puis se leva pour la plaidoirie. En visionnant cette vidéo, vous n'avez pas vu de rébellion, ni d'agression. Vous avez vu un homme calme qui voulait rentrer chez lui. Aucun délit. Juste une décision prise en 5 secondes sur une impression. Sa voix était posée. Les impressions ne sont pas la loi, les schémas ne sont pas des règles, et les instincts ne justifient pas une intrusion. Il ne bougea pas, la main encore posée sur le rebord du pupitre. Pas une hésitation, pas une once de nervosité, juste cette clarté tranchante, presque clinique, qui fendait le silence. Son regard balaya la salle. Certains jurés baissaient les yeux. D'autres le fixaient, immobile. Il s'arrêta sur l'un d'eux, un homme d'âge mûr qui, plus tôt, avait haussé les sourcils lorsque Lemoine avait parlé de « démarche suspecte » en désignant un homme noir en hoodie marchant seul. Il ne s'agit pas ici du passé de Lemoine. Il s'agit des faits. Pause. Un battement. Et le fait est simple. Mon client n'était pas une menace. C'était un éducateur sur le chemin du retour. Il n'a opposé aucune résistance. Il a simplement demandé pourquoi on le fouillait. Il a reçu une réponse sous forme de plaquage, au sol, en pleine rue.
Il se pencha légèrement vers l'avant, capturant l'attention comme un phare dans le brouillard. La peur ne justifie pas la force, l'habit ne fait pas le danger, et la loi ne tolère pas les raccourcis. Un murmure parcourut la salle, vite étouffé. Théo ne trembla pas, il ne chercha pas à dramatiser. Il savait qu'il avait déjà déposé la pièce maîtresse, il n'en fallait pas plus. Il se redressa, ferma son classeur d'un geste lent, puis retourna vers sa chaise. Il s'assit. Un silence presque sacré couvrit l'audience. Pas d'échange entre les avocats. Pas de regard du côté de Lemoine. Le procureur tenta bien une contre-clôture. Sèche, administrative, expéditive. Elle parlait de procédure, d'angle mort, de protocole non respecté, mais personne n'écoutait vraiment. C'était du vent contre le roc, et tout le monde le savait. Le jury se leva, sortit, accompagné par l'huissier. Certains avaient l'air troublés, d'autres nerveux. Une jurée, la plus jeune, semblait au bord des larmes. Pendant qu'il délibérait, la salle resta figée dans une attente pesante. Théo ouvrit son carnet. Aucun mot n'y fut ajouté. Il tourna les pages sans les lire. Son client, Idriss, assis à côté, se tordait les doigts sans arrêt. À plusieurs reprises, il voulut parler. Théo lui lança un regard calme qui disait tout. « Attends, fais-leur confiance, pour une fois. » Au bout de 47 minutes, le jury revint. La présidente, droite comme un fil, lut le verdict d'une voix neutre, non coupable sur tous les chefs d'accusation. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas d'explosion de joie, rien d'autre qu'un soupir collectif, un souffle de compréhension. Pas de victoire triomphale, juste une brèche dans l'injustice ordinaire. Idriss se tourna lentement vers Théo. Il n'arrivait pas à y croire. Théo lui tendit la main. Idriss la saisit à deux mains, comme on s'agrippe à une corde. « Merci, murmura-t-il. Je croyais qu'ils allaient m'écraser. » Théo sourit doucement. Ils ne l'ont pas fait. C'est ce qui compte. Pas de grand discours, pas de posture, juste une phrase vraie. Et cette poignée de main, dense de tout ce qu'ils avaient traversé. Il se leva, ramassa son classeur, resserra sa veste trop grande. Il jeta un dernier regard à la salle, au banc vide, à la chaise de Lemoine, désormais vacante. Puis il marcha vers la sortie. Dans le couloir, les journalistes attendaient. Caméra prête, micro brandi, bourdonnement impatient. L'un d'eux, le plus rapide, lui coupa presque le passage. « Théo Marais, quel effet ça fait de gagner un procès comme ça à 18 ans ?» Il ne s'arrêta pas. « Je ne suis pas là pour me sentir bien. Je suis là pour corriger les choses. » Ce soir-là, l'extrait de l'audience était déjà en ligne. Un élève du fond, téléphone en main, avait capturé chaque mot de la plaidoirie de Théo. La vidéo était granuleuse, tremblante, mais la voix, elle, était claire, incisive. La légende disait « Il a 18 ans ». Le flic, 25 ans d'expérience. Devinez qui connaissait la loi. À 22 heures, la vidéo atteignait 100 000 vues. À 23h30, elle était à 200 000. Avant minuit, 300 000, et elle continuait à grimper. Théo ne la regarda pas. Il était rentré chez lui, dans son petit appartement du quartier ouvrier de Saint-Armand. 3 pièces, des murs fins, une fenêtre qui grinçait à chaque coup de vent. Il était en chaussettes, accroupi devant la table basse. Son dîner consistait en une tasse remplie de céréales, un peu molles, et du lait tiède. À côté de lui, un vieux carnet bleu, écorné, intitulé « Prochain dossier ». Il tournait les pages lentement, gribouillant des flèches, des noms, des notes en capitales, injustice, défaillance, structure, preuve, vérité. Il encercla vérité 3 fois. De l'autre côté de la ville, dans un bistrot désert, l'agent Lemoine sirotait un café noir refroidi depuis longtemps. Il était seul, ses épaules affaissées, ses yeux cernés par la fatigue ou le choc, peut-être les deux. Il regardait la vidéo sur son téléphone, sans le son, juste les images, le visage de Théo impassible, ses gestes précis, la clarté de ses arguments. Lemoine avait cru à une formalité. Un gosse en veste dépareillée. Un jeu. Il n'avait pas vu venir la chute. Il n'avait pas compris qu'il était déjà en train de perdre dès que le garçon avait franchi les portes du tribunal. Le lendemain matin, la police annonça une enquête interne sur les agissements de Lemoine. La procureure fit une déclaration prudente mais ferme. Des voix s'élevaient dans les médias. Certains parlaient d'un symbole, d'autres d'une menace. Mais tous regardaient Théo. Sa boîte mail explosait. Messages de journalistes, demandes d'interview, sollicitations d'ONG, soutien de professeurs qu'il ne connaissait même pas.
Mais un message retint son attention. Une fille de Toulouse, prénom flou, orthographe bancale, 16 ans à peine. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Je croyais que c'était interdit. Je veux devenir avocate. Merci. Théo fixa l'écran un long moment. Il ne sourit pas. Il ne répondit pas. Il ferma l'ordinateur. Lentement. Puis il resta là, le regard perdu dans le vide. Il n'était pas venu pour inspirer. Il était venu pour corriger, pour briser un cycle, un système. Il croyait à la loi, pas à la célébrité. Mais peut-être, juste peut-être, les deux pouvaient coexister. Il éteignit les lumières, se leva et s'adossa contre le mur. Il pensa à son frère. Mort à 19 ans dans une bavure jamais reconnue. Un dossier disparu, un silence épais. C'est pour lui qu'il avait étudié. Pour lui qu'il avait pris des cours gratuits le soir, après avoir nettoyé les bureaux d'avocats comme stagiaire anonyme. C'est pour lui qu'il avait appris à articuler avec calme, à répliquer sans trembler. Son téléphone vibra. Une nouvelle vidéo venait d'être publiée. Une caméra de surveillance fuitée. Le moine, hors audience, parlant à un collègue dans le parking. « Ce gamin, je vais l'écraser. » La vidéo devenait virale. Quelques heures plus tard, le moine était suspendu. Le procureur ordonnait la réouverture de 3 affaires classées. D'autres jeunes, victimes de violences, envoyaient des témoignages. Les médias changeaient de ton. Mais Théo ne célébrait rien. Il se rendit au cimetière de Saint-Armand à l'aube. Le ciel était d'un gris sale, et la pierre tombale de son frère ruisselait de pluie. Il s'agenouilla. « On m'écoute maintenant. » Il resta silencieux. Puis il sortit une copie de la plainte classée de son frère, et la posa sur la tombe. « Je vais recommencer, pour toi. » Ce jour-là, à midi, un inconnu lança une bouteille incendiaire contre la façade du cabinet où Théo travaillait. L'incendie fut maîtrisé de justesse. Aucun blessé. Mais les murs furent noircis, la peur réelle, le message limpide. Dans la fumée encore tiède, Théo resta là, regardant les cendres. Un pompier lui demanda « Ça va, gamin ?» Théo hocha la tête. « Ce n'est rien. » Et dans sa poche, il avait déjà un nouveau dossier.